Madame, excusez-moi, mais à en juger par votre uniforme, vous venez de cette région, n'est-ce pas? Par précaution, pourriez-vous vous éloigner un peu des autres passagers? Vol de nuit reliant un pays d'Afrique à Paris-Charles de Gaulle. Dans la cabine, une odeur âcre et singulière de désinfectant flottait, presque palpable. C'était le signe que ce vol n'était pas un vol comme les autres. L'hôtesse de l'air, Karine, sentait un frisson glacial parcourir son échine chaque fois que cette odeur lui parvenait. Une peur insurmontable de la maladie. Cette terreur érodait peu à peu son professionnalisme. Sa mission était d'assurer la sécurité des passagers. Mais pour elle, en cet instant, cela signifiait avant tout se protéger elle-même de la maladie. Le regard effrayé de Karine se figea sur une passagère. Éléonore, médecin en chef du service de santé des armées, de nationalité américaine. Elle était assise, le dos parfaitement droit, dans son impeccable uniforme de cérémonie. De retour d'une longue, très longue mission d'aide humanitaire, son visage portait les stigmates d'une profonde fatigue. Seul son regard restait perçant et d'une clarté absolue. Pour Karine, cette femme était une anomalie. L'uniforme, si impressionnant, et surtout le fait qu'elle embarquait directement depuis la zone d'épidémie. Tout cela était plus que suffisant pour attiser la terreur de Karine. Faisant semblant d'ignorer le sombre préjugé qui rongeait son esprit, Karine s'arma d'une prétendue justice au nom de la sécurité et s'approcha d'Éléonore. C'est alors qu'elle prononça ces mots, dénués de toute courtoisie. Face à cette remarque blessante, le visage d'Éléonore ne scia pas. Sentant sous la paume de sa main le tissu rêche de son uniforme, un peu sec après sa longue mission, elle se contenta de fixer Karine en silence. Ses yeux étaient calmes, ni colère, ni tristesse. Seul un très léger sourire sembla flotter sur ses lèvres. Cette attitude si paisible ne fit qu'amplifier la peur de Karine. Pourquoi ne dit-elle rien? Cache-t-elle quelque chose? Le choc silencieux entre cette ombre tranquille et cet esprit terrifié fut le commencement de tout. Dans l'esprit paniqué de Karine, une terrible supposition prenait forme. Cette femme en uniforme n'était pas n'importe qui. Elle devait transporter quelque chose de dangereux à l'intérieur de cet avion. Cette conviction tordue allait bientôt se transformer en une certitude effrayante. Ce fut lorsque son regard se posa sur le petit bagage qu'Éléonore avait placé à ses pieds. C'était une mallette métallique de type duralumin, extrêmement robuste et parfaitement scellée. Sur sa surface argentée et brillante étaient apposés plusieurs autocollants rouges. C'étaient des marques internationales indiquant un danger biologique. À l'instant où elle vit l'éclat froid de la mallette, quelque chose se brisa dans l'esprit de Karine. Alors c'est vrai, je le savais. Sa peur de la maladie se mua en une panique incontrôlable. Le virus, les battements de son propre cœur résonnaient violemment à ses oreilles. Que peut-il y avoir dans cette mallette? Le virus de cette horrible maladie, et cette femme l'a introduit dans cet espace confiné. Son imagination s'emballa. Aux yeux de Karine, Éléonore n'était plus une médecin militaire. Elle était devenue une terrible terroriste cherchant à détruire le monde. Non, non, c'est impossible. Une voix rauque s'échappa des lèvres de Karine. Sa mission était de protéger les passagers. Et maintenant, cette sécurité était menacée. Elle devait faire quelque chose. Ce sentiment de justice déformée anéantit ses dernières bribes de raison. La peur rend fou. Et la folie est parfois le plus dangereux des détonateurs. Karine se mit en mouvement. Le premier petit pas vers une catastrophe inévitable, le premier pas de Karine vers la ruine, fut de porter la main à la petite pochette qu'elle gardait toujours à sa ceinture, comme une amulette. D'un geste vif, elle en sortit un flacon pulvérisateur. C'était un puissant spray, désinfectant à usage médical, qu'elle portait sur elle personnellement. Puce El Houala. Cette personne a introduit un agent pathogène. Tout le monde est en danger. Son cri strident déchira en un instant l'atmosphère feutrée de la cabine. Tous les regards se tournèrent vers elle et Éléonore comme des poignards. L'instant d'après, Karine pointa l'embout du spray droit sur Éléonore et, comme une démente, elle pressa le bouton encore et encore. Pchit, pchit. Le liquide fut projeté avec une force inouïe.
L'odeur piquante de l'alcool emplit immédiatement l'air ambiant. Le brouillard glacial s'abattit sans pitié sur le visage d'Éléonore, qui ne montrait ni surprise ni colère. La sensation froide et mordante du liquide sur sa peau. Pourtant, Éléonore ne bougea pas. Son esprit n'était pas préoccupé par l'agression dont elle était victime, mais par une inquiétude bien plus grave. Le brouillard blanc ne mouillait pas seulement son visage, mais aussi son uniforme, sa fierté, et surtout la précieuse mallette en duralumin posée sur ses genoux. La mallette était hermétiquement scellée. Mais si, par malheur, ce produit chimique agressif venait à affecter son contenu, tous ces longs et pénibles efforts en Afrique seraient réduits à néant. La folie de Karine ne s'arrêtait pas. Elle ne voyait plus Éléonore. Elle ne combattait qu'un fantôme qu'elle avait elle-même créé, une illusion terrifiante nommée agent pathogène. Face à cette scène surréaliste, les autres passagers, et même les membres d'équipage qui tentaient d'intervenir, restèrent figés de terreur, incapables de bouger. La peur d'un seul être humain, ayant perdu la raison, déchaînait une tempête blanche de violence dans cet espace clos. Le brouillard blanc aveuglait. L'odeur suffocante de désinfectant emplissait les poumons. Pourtant, l'esprit d'Éléonore était d'un calme surprenant. Son corps s'était raidi un instant sous l'attaque soudaine. Mais la seconde suivante, des années d'entraînement et l'expérience d'innombrables situations critiques l'avaient enveloppée d'une armure invisible nommée sang-froid. Elle ne se permit aucune émotion. La colère, la peur ne lui seraient d'aucune utilité. Son cerveau analysait la situation à une vitesse fulgurante. Premièrement, la sécurité de l'échantillon. La mallette était un modèle spécial, conforme aux normes internationales. La probabilité que ce type de produit chimique affecte immédiatement son contenu était extrêmement faible. Mais si l'attaque se poursuivait, l'issue était incertaine. Deuxièmement, l'état de son agresseur, Karine. Ses yeux avaient perdu toute lueur de raison. Ce n'était pas une attaque motivée par la haine ou la malveillance. C'était une crise de panique née d'une peur pathologique de la maladie. La provoquer davantage pourrait la pousser à des actes encore plus imprévisibles. Enfin, la sécurité des autres passagers. Cette agitation risquait de provoquer une panique générale et de blesser quelqu'un. Il fallait l'éviter à tout prix. Éléonore se concentra uniquement sur le son de sa propre respiration. Inspirer, expirer, ce rythme régulier rendait sa pensée encore plus claire. Elle ne bougeait pas, elle n'élevait pas la voix. C'était, en tant que professionnelle, la meilleure conduite à adopter dans cette situation, le contrôle des émotions. Voilà la compétence la plus essentielle pour sauver des vies dans des conditions extrêmes. Sa posture incroyablement calme contrastait de manière saisissante avec celle de Karine, qui continuait de hurler comme une folle. Tel un phare se dressant, seul et imperturbable au milieu de la tempête, son calme absolu était l'arme la plus puissante qu'elle ait acquise sur d'innombrables terrains d'opération, et c'était sa fierté. L'attitude incroyablement sereine d'Éléonore jeta de l'huile sur le feu. Aux yeux de Karine, ce sang-froid était une provocation, une preuve irréfutable qu'elle dissimulait un plan terrible. Ses cris hystériques ne s'arrêtaient pas. Au contraire, sa folie redoublait d'intensité. C'est une terroriste. Elle a volontairement apporté la maladie pour nous tuer tous. Terroriste. Ce mot d'une violence inouïe résonna dans la cabine. Ce n'était plus une simple panique. C'était l'arme la plus laide et la plus brutale forgée par l'ignorance. Et cette arme déchiquetait sans pitié la raison des autres passagers. Quoi, une terroriste? Mon Dieu, que fait-on? On est piégé. Un murmure d'angoisse se propagea comme une vague dans tout l'avion. Les gens se regardaient, se transmettant leur peur. Personne ne songeait à douter des paroles de Karine. Dans cette situation extrême, les gens s'accrochaient avec une facilité déconcertante aux mots les plus simples et les plus incendiaires. La terrible psychologie des foules. Éléonore était au centre de ce tourbillon de cris ignorants et de confusion. Elle encaissait tout en silence. Son esprit était déjà concentré sur la manière de résoudre cette crise. Empêcher que ce virus, le plus dangereux de tous, celui qu'on nomme l'ignorance, ne se propage davantage. Mais à ce moment-là, dans cet avion,
Personne ne pouvait encore comprendre sa détermination silencieuse. Au moment même où le vortex de cris frénétiques et de panique collective était sur le point d'atteindre son paroxysme, un bruit sourd retentit. Bam! Depuis la première classe, pourtant si calme, le bruit lourd de quelque chose qui s'effondre, suivi d'un tout HUD lourd et mat. Ah! Allô? Cette fois, ce n'était pas un cri de panique, mais un bref hurlement de terreur pure. À ce son, tout mouvement dans la cabine cessa instantanément. Même les cris de Karine s'éteignirent. Tous les regards furent attirés par l'origine du bruit, en première classe. La scène qui s'y déroulait rendait l'agitation précédente dérisoire comme un jeu d'enfant. C'était une crise réelle, immédiate et mortelle. Un passager âgé s'était effondré dans l'allée entre les sièges. Son corps était secoué de violentes convulsions, comme un poisson jeté sur la terre ferme. Son visage perdit ses couleurs en un instant, devenant livide. De sa gorge s'échappait un râle rauque, une plainte terrible de quelqu'un qui se bat pour de l'air. Il ne parvenait plus à respirer correctement. Face à cette vision si crue d'une vie au bord du gouffre, les passagers qui, quelques instants plus tôt, accusaient Éléonore d'être une terroriste, devinrent pâles. Ce n'était pas une peur invisible créée par Karine. Sous leurs yeux, une vie était sur le point de s'éteindre. La cabine fut saisie d'une seconde panique, mais d'une nature totalement différente. Une panique froide, aussi tranchante qu'une lame de rasoir. La peur du réel. Face à une véritable urgence, les membres d'équipage, pourtant formés, étaient totalement paralysés. « Monsieur, reprenez-vous. Y a-t-il un médecin à bord ?» Ils se contentaient de crier les phrases apprises par cœur dans leur manuel, sans savoir absolument quoi faire, tournant en rond, agités. Leur visage était figé par la terreur et la confusion. Karine, prise entre la panique qu'elle avait déclenchée et la crise réelle qui se déroulait sous ses yeux, avait l'esprit complètement vide, pétrifié sur place. Au milieu de ce chaos total, Éléonore se leva tranquillement. Son uniforme trempé de désinfectant, la panique ambiante, plus rien de tout cela n'existait pour elle. Ses yeux ne voyaient qu'une seule chose, un être humain, à terre, luttant pour sa vie. Elle se fraya un chemin à travers la foule paniquée et se dirigea droit vers le passager effondré. Sa démarche ne trahissait aucune hésitation. Puis, elle ouvrit la bouche. Que tout le monde se calme. Sa voix n'était pas forte, mais elle était basse, ferme et étonnamment audible. C'était la voix d'un officier habitué à commander ses soldats sur le champ de bataille. À l'instant où sa voix résonna, comme par magie, le chaos dans la cabine cessa net. L'équipage, les passagers, tous se tournèrent vers Éléonore, comme ensorcelés. Éléonore s'agenouilla à côté de l'homme à terre, et, avec un calme et une autorité qui n'admettaient aucune réplique, elle se mit à donner des ordres rapides et précis. « Vous, apportez-moi immédiatement la trousse de premier secours. Dépêchez-vous, dit-elle en désignant le plus jeune membre d'équipage. Vous, éloignez les passagers d'ici et faites de la place, ordonna-t-elle ensuite au chef de cabine. Et vous, lança-t-elle à Karine, toujours figée, contactez le cockpit. Informez le commandant de bord qu'un passager est en état d'urgence et que nous procédons à une intervention médicale. Ces paroles étaient concises, précises, absolues. Personne ne pouvait y désobéir. Les membres d'équipage, qui quelques instants plus tôt n'étaient que confusion, semblèrent reprendre vie et se mirent à exécuter ces ordres, comme mus par des fils invisibles. La situation était entièrement sous le commandement d'Éléonore. Dans cet espace où régnait la peur et la panique, une petite mais certaine lueur d'espoir nommée ordre commençait enfin à poindre. Le jeune steward apporta en toute hâte la trousse de premier secours de l'avion, une simple boîte en plastique rouge. Éléonore la prit et, sans un geste superflu, ouvrit le loquet. Ses mouvements étaient si fluides, si incroyablement rapides, qu'on aurait dit qu'elle répétait ce geste des dizaines de fois par jour. D'abord, elle posa délicatement ses doigts sur le cou de l'homme pour prendre son pouls. Puis, elle vérifia avec calme la dilatation de ses pupilles. « Je libère les voies respiratoires », murmura-t-elle pour elle-même en soulevant doucement le menton de l'homme pour faciliter sa respiration. Ensuite,
Elle sélectionna dans la trousse les instruments nécessaires à une vitesse stupéfiante. Une seringue, une petite ampoule de verre, un masque à oxygène. Le contact froid du plastique et du verre lui était depuis longtemps familier. D'un coup sec du pouce, elle cassa proprement le col de l'ampoule et aspira tout le liquide médicamenteux dans la seringue. Toute la séquence était d'une précision mécanique. Non, c'était plus beau qu'une machine, plus vibrant de vie. C'était une danse sacrée pour sauver une vie, répétée des centaines, des milliers de fois sur des terrains où la mort rôde. Les passagers et l'équipage alentour ne disaient plus un mot. Ils retenaient leur souffle, observant ces gestes quasi divins. Éléonore saisit le bras de l'homme, le désinfecta d'un geste rapide avec un coton, puis, sans la moindre hésitation, planta l'aiguille de la seringue dans son bras. La sensation fine mais distincte de l'aiguille perçant la peau, puis le muscle. Le médicament fut injecté lentement dans son corps. L'intervention n'était pas terminée. Elle prit aussitôt le masque à oxygène et l'appliqua fermement sur la bouche et le nez de l'homme. Alors, un miracle se produisit. Les convulsions, si violentes quelques instants plus tôt, commencèrent à faiblir. La respiration, rauque et douloureuse, retrouva lentement mais sûrement un rythme plus calme. Toutes les personnes présentes sentirent qu'entre les mains de cette femme, une vie était en train de renaître. La poitrine de l'homme, qui se soulevait dans un râle d'agonie, reprit un rythme lent et régulier. Le son de cette respiration stabilisée, dans le silence pesant de la cabine, annonçait avec plus d'éloquence que n'importe quel mot que le danger était écarté. Éléonore vérifia une dernière fois, calmement, le pouls et la tension de l'homme, puis se releva. Elle se tourna vers l'équipage et les passagers qui l'observaient, le souffle coupé. Son visage n'avait plus l'expression sévère d'un soldat sur un champ de bataille. Il ne restait que le regard calme et bienveillant d'un médecin. « Je vous prie de m'écouter attentivement », dit la voix posée d'Éléonore, une voix qui avait le pouvoir étrange de rassurer ceux qui l'entendaient. L'état de ce passager n'a absolument aucun lien avec l'épidémie qui sévit en Afrique. Penny, elle l'affirma avec une clarté absolue. Un soupir de soulagement collectif se propagea dans la cabine. On pouvait voir les muscles tendus par la peur sur les visages des passagers se détendre peu à peu. Éléonore poursuivit. Il s'agit d'un choc anaphylactique, une réaction allergique très sévère. Une substance à laquelle il est allergique a dû pénétrer dans son organisme, probablement quelque chose qu'il a mangé durant le repas. Meitiway. Son explication était concise et fondée sur des faits scientifiques. Il n'y avait aucune place pour la spéculation ou l'émotion. Le médicament que je viens de lui injecter est un traitement spécifique pour maîtriser ses symptômes. Son état est maintenant stable. Ses jours ne sont plus en danger. La puissance des faits. Elle était bien plus forte que n'importe quelle rumeur ou incitation à la haine. Le sombre nuage de terreur créé par Karine se dissipait sous les paroles calmes d'Éléonore. Les passagers n'étaient plus en panique. Leur regard sur Éléonore avait complètement changé. Son uniforme, qui était il y a peu un objet de peur et de méfiance, brillait maintenant comme le symbole de l'héroïne qui venait de leur sauver la vie. Un jugement calme, basé sur la science. C'était la seule lumière capable de sauver les gens du chaos inutile. Cette vérité si évidente, tous dans la cabine la comprenaient maintenant, profondément. Dans le cockpit, seules les lumières des instruments et le doux bourdonnement électronique emplissaient l'espace isolé. C'est là que le rapport tendu du chef de cabine résonna à travers la radio. Un passager en état critique et un autre passager qui lui a sauvé la vie. Le commandant de bord, tout en écoutant le rapport, ouvrit calmement la liste des passagers sur son écran. Il vérifia d'abord le nom de la femme américaine qui avait sauvé l'homme, Éléonore. Il remarqua immédiatement qu'à côté de son nom, une petite icône clignotait, signalant une attention particulière. Sur les vols internationaux, il y a parfois des passagers nécessitant un traitement spécial. Procédure de routine, il cliqua sur l'icône. L'instant d'après, des mots incroyables apparurent sous ses yeux. Ministère des Armées. Médecin en chef, spécialiste en virologie. En mission sur demande de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour une assistance sur le terrain. Fournir toute l'assistance nécessaire.
Médecin en chef, spécialiste en virologie. Chaque mot prenait un poids considérable dans l'esprit du commandant, et soudain, il comprit tout. La personne que Karine avait accusée de transporter un agent pathogène, la personne qui avait déclenché sa crise de panique, était en réalité une véritable experte, envoyée en mission internationale. Une sueur froide, comme il n'en avait jamais ressenti, parcourut son échine. Mais qu'a-t-elle fait? Sa subordonnée n'avait pas seulement insulté une passagère. Elle avait bafoué l'honneur d'une héroïne revenant du front de la lutte contre une épidémie et entravé sa mission sacrée. Et le plus terrifiant de tout, elle avait agressé la seule et unique personne à bord de cet avion capable de réellement sauver la vie des passagers. Si cet homme avait vraiment été infecté par l'épidémie, si Éléonore avait été blessée par l'agression de Karine, rien que d'y penser, tout le sang de son corps semblait se glacer. Sa gorge était sèche, et les battements de son cœur résonnaient puissamment à ses oreilles. Cette affaire ne pouvait pas se régler par une simple sanction interne. C'était une question de confiance internationale. Le commandant frissonna. Il comprenait enfin à quel point la peur née de l'ignorance et des préjugés de Karine avait failli provoquer une catastrophe irréparable. L'état de l'homme effondré était complètement stabilisé. Sa poitrine se soulevait à un rythme calme et régulier. L'odeur de mort qui avait flotté dans la cabine avait disparu. Éléonore vérifia une dernière fois le pouls de l'homme, puis se releva silencieusement. Son uniforme était encore humide du désinfectant pulvérisé par Karine. L'odeur âcre du produit chimique se mêlait à celle de sa propre sueur, mais elle n'y prêta aucune attention. Elle ne jeta pas le moindre regard à Karine, celle qui l'avait agressée. Pas un mot de reproche, pas un regard de mépris, rien, comme si personne n'était là. Puis, elle se dirigea simplement vers son siège. La cabine était silencieuse, comme si on y avait jeté un sort. Dans ce silence, le son régulier de ses pas résonnait. C'était le seul mouvement dans cet espace figé. Tous les regards étaient rivés sur son dos droit. Les passagers la regardaient, l'équipage la regardait, et Karine, figée, la regardait. Ils voyaient tous à quel point ce petit dos, dans cet uniforme sali, était immense et respectable. Éléonore ne disait rien, mais son action silencieuse était, en ce lieu, la protestation la plus éloquente et la plus sévère qui soit. Elle démontrait à quel point l'ignorance est dangereuse, à quel point les préjugés aveuglent, et à quel point la véritable force n'a pas besoin d'élever la voix. Elle retourna à son siège et s'assit tranquillement. Puis, comme si de rien n'était, elle ferma doucement les yeux. Cette action si paisible était la réponse la plus cinglante et la plus efficace à l'ignorance et aux préjugés. Tous les occupants de l'avion gravaient profondément dans leur cœur cette leçon sans parole. Éléonore retournait tranquillement à son siège, ce petit dos dans cet uniforme souillé. Karine ne faisait que le fixer, hébété. Autour d'elle, le temps s'était complètement arrêté. Un sifflement aigu commença à dominer son esprit. Elle n'entendait plus les soupirs de soulagement des passagers, ni les voix inquiètes des autres membres d'équipage qui l'appelaient. Seul ce bruit métallique sans fin résonnait. Impossible de bouger. Son corps lui semblait fait de plomb, ses pieds comme enracinés au sol. Elle ne pouvait plus faire un seul pas. Dans sa tête, deux images s'entrechoquaient violemment. D'un côté, le fantôme terrifiant qu'elle avait créé, une terroriste impitoyable transportant un agent pathogène pour mettre en danger tous les passagers de cet avion. De l'autre, la réalité qui venait de se produire sous ses yeux. Une héroïne qui, avec un jugement calme et des gestes quasi divins, avait arraché un homme des griffes de la mort. La personne qu'elle avait attaquée comme une folle. Cette même personne était l'héroïne qui avait sauvé la vie d'un passager. Cette contradiction flagrante entre deux faits fit voler en éclats son processus de pensée. La culpabilité s'infiltra dans son cœur comme une marée noire et lourde. Quelle folie ai-je commise? J'ai sali cette héroïne, j'ai entravé sa mission sacrée. Toutes les valeurs auxquelles elle avait cru jusqu'à présent s'effondrèrent dans un bruit fracassant. La justice de protéger la sécurité, la peur de la maladie. Tout cela, elle le réalisait maintenant, n'était qu'une illusion égoïste et hideuse. La lumière quitta ses yeux. Il n'y avait plus de pensée, juste un espace blanc et vide. Elle restait là, debout,
une poupée sans âme qui ne faisait que respirer. Son esprit avait complètement fui la confrontation avec la réalité écrasante de sa faute. Le regard sévère du commandant de bord balaya toutes les personnes présentes. Puis, son regard se figea sur Karine, debout, comme vidé de son âme. Le commandant ne dit plus rien. La faute commise par sa subordonnée et toutes les conséquences qui en avaient découlé. La responsabilité finale lui incombait entièrement. Il accepta ce fardeau en silence. D'un simple regard, il fit un signe discret au chef de cabine. La chef de cabine, une femme d'expérience, comprit immédiatement cet ordre silencieux. Accompagnée d'un autre membre d'équipage, elle s'approcha doucement de Karine. Toutes deux saisirent les bras de Karine, avec douceur, mais avec une force à laquelle il était impossible de résister. Au contact de ses mains étrangères, Karine eut un léger frisson, comme si elle revenait soudain à la réalité. « Allons-y », murmura à son oreille la voix calme et empreinte de pitié de la chef de cabine. Karine n'opposa aucune résistance. D'ailleurs, elle n'en avait plus la force. Son esprit était complètement brisé. Telle une marionnette sans âme, elle se laissa guider par les deux membres d'équipage, qui l'emmenèrent discrètement. À cet instant, un sanglot faible et étouffé s'échappa de sa gorge. Ce n'était plus un cri de panique, c'était le son du désespoir profond face à une faute irréparable. Tous les passagers de la cabine observèrent en silence son départ. Il n'y avait plus de blâme dans leurs yeux. Seulement le constat silencieux du triste dénouement d'une personne qui perdait tout à cause de sa propre erreur. La discipline d'une organisation et la juste rétribution de ses actes. Lorsque la silhouette de Karine disparut complètement à l'autre bout de la cabine, le dernier fil de tension qui flottait dans l'air se rompit. Il ne resta plus qu'un silence profond, très profond. Finalement, l'avion se posa en douceur dans l'air pur et frais de la France. Arrivé à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Lorsque le signal « Détachez vos ceintures » s'éteignit, les passagers commencèrent à se lever dans un brouhaha habituel. Mais ce jour-là, l'atmosphère en classe affaires était radicalement différente. Personne ne se précipitait pour prendre ses bagages. Tous les regards étaient tournés en silence vers le siège d'Éléonore. Dans ces regards, il ne restait plus la moindre trace de peur ou de curiosité. Seulement un profond, très profond respect et une gratitude sincère. Finalement, Éléonore se leva tranquillement. À cet instant, un passager se mit à applaudir doucement. Ce n'était pas un bruit fort. Mais le son de cet applaudissement empli de déférence résonna clairement dans la cabine silencieuse. Une personne, puis une autre. Les applaudissements se propagèrent, lentement mais sûrement. Bientôt, ce fut une vague de gratitude chaleureuse qui enveloppa toute la cabine. Éléonore parut un instant surprise, écarquillant légèrement les yeux, mais elle se contenta de s'incliner profondément, en silence. L'uniforme qu'elle portait. Quelques heures plus tôt, il était pour tous le symbole d'une peur inconnue. Mais maintenant, cet uniforme sali par le désinfectant apparaissait aux yeux de tous sous un jour totalement différent. C'était la preuve du savoir et de l'expérience. Le symbole de la fierté de porter sur ses seules épaules une mission humanitaire. Et par-dessus tout, la marque d'une héroïne qui avait sauvé une vie précieuse. Les passagers lui firent naturellement un passage. Les portes de l'avion s'ouvrirent et l'air frais et vif de Paris s'engouffra dans la cabine. Éléonore marcha droit devant elle, dans ce nouvel air. Le poids de l'uniforme sur ses épaules. Ce n'était pas seulement le poids du tissu, c'était le poids de la responsabilité sacrée de porter la vie des gens et l'espoir en l'avenir. Sous les applaudissements chaleureux, Éléonore s'inclina une seule fois, profondément et silencieusement. Puis, sans un mot de plus, le dos droit, elle fit un pas vers l'extérieur, à travers la porte ouverte. Un pas dehors, et le brouhaha de l'aéroport l'enveloppa. Des langues diverses fusaient, les annonces résonnaient, les roulettes des chariots glissaient sur le sol. C'était le son banal du quotidien. Mais l'intérieur de l'avion qu'elle venait de quitter était resté silencieux, comme découpé de cette agitation. Les passagers fixaient encore l'espace vide où elle avait disparu. Éléonore ne se retourna pas. Elle regardait droit devant elle, avançant. Dans sa main, elle serrait fermement la mallette en duralumin,
contenant le fruit d'une longue et âpre bataille en Afrique. Quelle était donc son autorité? Ce n'était pas le grade sur son uniforme, ni le statut spécial que lui conférait son pays. Sa véritable autorité résidait dans son esprit et dans ses deux mains. Un savoir solide qu'aucune panique ne pouvait ébranler. Une technique forgée par l'expérience, capable de ramener une vie du bord du gouffre. Voilà sa véritable force. Une valeur absolue que ni les préjugés, ni l'ignorance, ni la violence ne pourraient jamais souiller. Sa petite silhouette disparut lentement dans la foule de l'aéroport. Mais dans le cœur de tous ceux qui étaient à bord de cet avion, une chose était désormais gravée à jamais. La réponse silencieuse et ultime à la question « Qu'est-ce que la véritable force ?»